Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'Institut national des statistiques a entamé depuis 2018 une étude portant sur le profil de la pauvreté en Côte d'Ivoire. L'étude prend en compte les 31 régions. Les données recueillies devraient permettre de conduire à une synergie d'action pour venir à bout de la pauvreté. La ministre de la Solidarité a lancé les actions à mettre en œuvre. Le gouvernement déploie le programme Eau potable pour tous au profit des régions. Un projet soutenu par le Japon qui vient de faire don d'1,6 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de 124 forages. La région du Poro en bénéficiera. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, vient de lancer les travaux à Tioro. Des pèlerins ivoiriens mettent le cap sur la Turquie pour prier et restaurer leur foi chrétienne. Ils y sont depuis le 25 octobre. Un voyage spirituel qui les conduira sur les pas des apôtres de Jésus-Christ, notamment Saint Paul, Néatas, et qui parcouru l'Asie mineure. Nos envoyés spéciaux, Sidonie Davila, Ulrich Adongon seront nos guides. L'ambiance est tout autre en Irak où 3 roquettes se sont abattues ce dimanche sur un quartier de Bagdad qui abrite des bâtiments gouvernementaux et l'ambassade américaine. C'est la première attaque commise dans la capitale depuis le mois de juillet. Bienvenue sur RTI1. L'INS, l'Institut national des statistiques, a entamé depuis 3 ans une étude portant sur le profil de la pauvreté dans notre pays. L'étude prend en compte les 31 régions. Les données recueillies devraient permettre de conduire à une synergie d'action pour venir à bout de la pauvreté. La ministre de la Solidarité, Miss Belmondo, vient de lancer les actions à mettre en œuvre. Théodore Zouzou, Jamagaki. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté veut apporter une réponse durable à l'épineuse question de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Une étude portant sur l'élaboration du profil de pauvreté et de ses déterminants est donc mise en place. Notre ambition à travers la série d'études initiées est de mieux comprendre et agir pour réduire les inégalités en créant des opportunités avec des actions innovantes et efficaces en faveur de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, localement d'abord. Le Bafing, le Kabadougou et le Tonkpi ont le niveau de pauvreté les plus élevés selon l'Institut national des statistiques. Devant cette initiative de recherche des causes et propositions de solutions par région, le Programme des Nations Unies pour le développement partenaire réitère son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire et, séance tenante, fait don de matériel informatique. L'initiative de cette étude pour définir le profil de pauvreté des régions et de leurs sous-préfectures est le résultat d'un partenariat important entre nos deux institutions. Il est orienté vers le développement de politiques et de solutions adaptées mais audacieuses qui permettent d'adresser durablement le défi de la pauvreté. Le gouvernement est déjà à la tâche pour apporter un bien-être aux populations à travers les filets sociaux. Avec ces données sectorielles, la lutte contre la pauvreté pourra atteindre ses objectifs. Il s'agit de façon très concrète de constituer une base de données unique, sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, en vue de faciliter la mise en œuvre du RSU. L'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire concerne les personnes dont les dépenses de consommation annuelles sont inférieures à 194 798,6 francs CFA selon l'INS. 5 mois sont requis pour l'étude qui, à terme, permettra aux décideurs d'avoir un document de base. Et autre défi à relever, l'accès à l'eau potable aux populations. Le gouvernement déploie justement le programme dans les différentes régions. Une vision, une ambition soutenue par le Japon qui vient de faire don d'1,6 milliard de francs CFA à notre pays pour la réalisation de 124 forages. La région du Poro bénéficiera de 60 forages à motricité humaine. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a lancé les travaux à Tioro, à Mississoko. Sans un seau, dans la sous-préfecture de Tioro, à 12 km de Korogo. C'est ce cours d'eau qui approvisionnait le village en eau, une eau impropre à la consommation. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans ce village de près de 400 habitants. Grâce au projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine, dont 60 dans le Poro, 40 dans le Tchologo et 24 dans le Tonkpi.
Les travaux de ce système hydraulique pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations rurales dans le Poro sont lancés par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. L'eau est source de vie. En la procurant à toute personne, vous contribuez inéluctablement à son bonheur. Merci pour Sanzazo qui en avait tant besoin. 124 forages au profit des populations rurales. Un don du gouvernement japonais d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA, dont 638 640 000 francs CFA investis pour la réalisation des 60 forages du Poro. Ce projet s'inscrit dans le programme Eau pour tous du gouvernement. Le projet va permettre de garantir l'accès à l'eau potable d'ici, dans le département de Korogo, à 15 859 personnes vivant essentiellement en milieu rural, ce qui va réduire les maladies hydriques. Aussi, grâce à ce projet, nos sœurs et nos mères qui souffrent énormément des corvées d'eau auront accès à l'eau potable. Les travaux qui seront réalisés par Forassi vont durer 6 mois. Cette entreprise travaillera sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et la supervision du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le comité de pilotage des dons japonais. La culture est aussi au centre des actions de l'État. La commune de Kong dispose désormais d'un complexe culturel et sportif flambant neuf. L'infrastructure, réalisée à hauteur de 194 millions de francs CFA, est un don de la Fondation Lonasi à la localité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vient d'inaugurer ce complexe à la grande joie des populations, nous rapporte Kader Sogodogo. Un complexe culturel et sportif flambant neuf, comprenant un foyer polyvalent, 3 salles de formation à la couture, des terrains de handball et de basketball. Coût de réalisation, 194 millions de francs CFA. Il est offert gracieusement à la cité historique de Kong par la Fondation Lonasi. Il s'agit pour moi de me réjouir de l'opportunité donnée à la Fondation Lonasi d'apporter sa modeste contribution à l'amélioration du bien-être de la population et à la transformation qualitative de la belle cité de Kong. Le complexe culturel et sportif que nous inaugurons ce jour sera assurément l'une des infrastructures les plus importantes pour l'animation culturelle et sportive de la ville de Kong. Pour le premier magistrat de Kong et ses administrés, c'est déjà Noël avant l'heure. Je vous exhorte tous ensemble de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de cet espace qui est le nôtre au profit de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants et de notre jeunesse et qui fait aujourd'hui la fierté de notre cité. L'infrastructure est inaugurée par un acteur de développement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo. Bien entendu, il encourage la Fondation Lonasi à poursuivre sur sa lancée. Monsieur le directeur général de la Lonasi, nous ne sommes pas surpris de cet élan de solidarité que vous manifestez à notre égard depuis de nombreuses années. Et vous dire que, bien entendu, nous attendons encore que vous nous fassiez encore d'autres réalisations. La Lonasi, créée le 20 mars 1970, est spécialisée dans les jeux de hasard. Structure étatique, une partie de ses bénéfices est distribuée entre les gagnants aux différents jeux et l'autre partie accompagne l'État dans la réalisation d'infrastructures sociales, comme c'est le cas ici à Kong et un peu partout en Côte d'Ivoire. Et ne dit-on pas aussi que l'éducation est le moteur du développement? Eh bien, nos gouvernants qui l'ont bien compris s'attellent à donner à la Côte d'Ivoire des infrastructures scolaires offrant de meilleures conditions de travail aux enseignants et aux apprenants. Je vous conduis maintenant dans le département de Korogo, où le collège moderne de Koni, chef-lieu de sous-préfecture, vous allez le voir, a été inauguré hier par le ministre Amadou Coulibaly. Reportage signé Siekwasi Patricia Mouitia.
Par ce geste, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, inaugure le collège moderne Amadou Gon Koulibaly de Koni, une sous-préfecture dans le département de Korogo. Un établissement à base 4, sorti d'un plan conçu par l'ex-premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Sa réalisation a été faite par l'entreprise Contractor dans une architecture préfabriquée qualifiée de système modulaire. On a dépassé les préjugés de ce qu'on appelait à l'époque les préfabriqués. Aujourd'hui, c'est des solutions modulaires. Puis ça peut durer tout le temps. Le tout, c'est de mettre un peu d'entretien. Ce joyau architectural, adapté aux conditions atmosphériques, est bâti sur une superficie d'environ 4 hectares. Il abrite 11 bâtiments comprenant 16 salles de classe, une administration, une infirmerie, des vestiaires et des aires de jeu. Un cadre qui offre aux apprenants et au personnel d'excellentes conditions d'études. Il s'agit in fine d'honorer la mémoire du grand homme dont il porte le nom et de perpétuer les valeurs qui l'ont révélé au monde entier, c'est-à-dire la rigueur, la responsabilité et la recherche de l'excellence. Nous sommes très heureux qu'un projet pareil, celui donc de la construction de collèges de proximité qui lui tenait tant à cœur, soit arrivé à son terme pour ce qui concerne Koni, d'Asungo, à la satisfaction des populations et donc des élèves de la région. Bientôt un lycée de jeunes filles à Korogo en hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le collège de Koni ouvert fait partie de 28 établissements à construire à travers le pays par la même entreprise. 18 ont été réceptionnés et les 10 autres d'ici mars 2022. Les parents d'élèves sont aussi pour le rayonnement de notre école. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a échangé avec des groupements de parents d'élèves la suppression des frais annexes COGES et la tenue des états généraux du système éducatif ont été évoqués. Les parents d'élèves s'engagent à soutenir l'État dans toutes ses actions pour une école rayonnante, nous dit Franck Adio. États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, rôle et fonctionnement des associations de parents d'élèves, vente d'alcool aux abords des établissements scolaires, suppression des frais annexes des COGES, ce sont autant de sujets abordés au cours de ce premier rendez-vous entre la ministre Mariatou Koné et les associations de parents d'élèves. Nous voulons travailler vraiment de concert avec elle, constituer une force de proposition pour que cette école ivoirienne puisse retrouver son lustre d'antan. Toutes les associations de parents d'élèves qui sont aujourd'hui représentées ici sont tous d'accord pour le fait que les frais annexes et les frais COGES soient vraiment supprimés. Donc ça a été un ouf de soulagement pour nous les parents d'élèves. Quand on parle de développement, ce n'est pas l'école. On ne peut pas parler de développement sans toutefois mettre l'école en première position. Et donc nous, parents d'élèves, nous attendons beaucoup et surtout des IGNA qui vont trouver des solutions aux problèmes qui minent notre système. Continuer de jouer les premiers rôles dans la bonne éducation des enfants, une volonté des parents d'élèves saluée par la ministre, qui leur a réaffirmé par ailleurs l'engagement du gouvernement ivoirien à trouver les solutions idoines pour une éducation équitable et qualitative en faveur des enfants de Côte d'Ivoire. Tout le travail que nous faisons, c'est pour les parents. Quand un enfant réussit, c'est pour ses parents. Quand il ne réussit pas, c'est pour ses parents. Donc, nous les mettons en mission afin qu'ils nous aident à les aider dans la formation de leurs enfants pour une école de qualité. Cette rencontre qualifiée de franche et conviviale par les deux parties s'inscrivait dans le cadre des rencontres avec tous les différents acteurs du système éducatif, des rencontres initiées par le professeur Mariatou Koné depuis sa prise de fonction. Et pour ce premier rendez-vous, ce sont 6 groupements de parents d'élèves sur les 7 existants qui ont répondu présents. Les parents d'élèves prêts à accompagner l'État pour une école de qualité. Plus loin à Paris, le 26e salon du chocolat a refermé ses portes. Le stand de la Côte d'Ivoire tenu par le Conseil Café Cacao attire les visiteurs et même les enfants ne ratent pas l'événement. Un masterclass est organisé à leur profit avant la cérémonie de clôture. Le processus de transformation du cacao leur a été expliqué dans les moindres détails. Moment inoubliable pour ces visiteurs spéciaux heureux d'en apprendre sur notre cacao. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. Présentation d'une cabosse de cacao suivie de la dégustation de fèves fraîches. Nous sommes à la masterclass du Conseil à Café Cacao au Salon international du chocolat de Paris. Il est expliqué aux enfants le processus de transformation du cacao en chocolat.
Après la phase théorique, ces tout-petits ont été amenés à s'imprégner des différentes étapes de fabrication d'une tablette de chocolat. Ils ont même fait des propositions de prix de leur réalisation. Votre tablette, elle va coûter combien? S'il vous plaît, Nabintou et Michaela. Elle va coûter combien? 4,50 €. 4,50 €. C'est cher. Voilà, alors pourquoi votre tablette va coûter 4,50 €? Parce qu'on n'est pas méchants. Une expérience enrichissante pour ces filles et garçons. À l'atelier, j'ai appris que comment on fait le chocolat, qu'on prenait les cabosses, qu'on les décrochait des arbres, qu'on les emmenait quelque part, on enlevait les fèves, qu'on faisait griller les fèves. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le chocolat noir, c'était le chocolat qui est le plus bon pour la santé. C'est une chance qu'on offre. Quand le pâtissier fait du chocolat, c'est un moment magique, un moment unique et un moment spécial. Parce que c'est de chocolat très bon. Et en plus, c'est fait par la maison, c'est fait par le pays. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, avec 40% de la production mondiale, fait la promotion de l'itinéraire d'un cacao d'exception et toutes les occasions ont été mises à profit lors de ce 26e salon du chocolat de Paris. Et la Côte d'Ivoire, leader du cacao, à l'instar des autres pays, reste mobilisée contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour. Et ces chiffres qui continuent de nous interpeller. Ce dimanche 31 octobre, on dénombre dans notre pays 5 cas positifs sur 1112 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 37 nouvelles guérisons et 0 décès, 587 cas actifs, plus de 3 millions de personnes vaccinées à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. On retrousse aussi les manches contre le cancer, notamment le cancer du sein. Et vous le savez, ce mois d'octobre est un mois dédié à la lutte contre cette maladie. Octobre s'achève dans quelques heures seulement, mais le combat doit se poursuivre. Les associations comme l'ONG Savoir Donner attirent notre attention et mènent des actions, appellent à soutenir la recherche. Patricia Mouitia. Le lancement des activités de l'ONG Savoir Donner en ce mois d'octobre n'est pas fortuit. Il intervient dans cette période de l'année dénommée Octobre Rose, un symbole fort de la lutte contre le cancer du sein. C'est des pathologies qui coûtent excessivement cher et ça me fend le cœur de voir quelqu'un qui vient me voir et puis n'a pas les moyens de se soigner. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de créer l'ONG Savoir Donner. Le lancement officiel des activités de cette association a donné lieu à des témoignages édifiants de personnes ayant bénéficié des bienfaits des plantes médicinales. Pour l'ONG Savoir Donner, c'est le début d'un autre challenge, c'est-à-dire aller à la rencontre des populations pour des séances de sensibilisation et de prévention sur les pathologies tumorales et hépatiques. Il faut être patient. Avec les plantes, ce n'est pas des traitements à court terme, mais c'est des traitements à long terme. Donc il faut patienter, c'est au fur et à mesure que les principes actifs font leur travail. Et au fur et à mesure, je fais des recherches pour trouver d'autres nouvelles molécules pour essayer de rendre les médicaments plus efficaces. La présidente de l'ONG Savoir Donner souhaite former une chaîne de solidarité à travers la Côte d'Ivoire pour redonner de l'espoir aux personnes souffrant de cancer et de bien d'autres maux. Diallo Lobo-Galé plaide également pour une franche collaboration entre la médecine classique et la médecine traditionnelle afin d'aider efficacement les malades à recouvrer la santé. Chimiste et naturothérapeute, les résultats de ses recherches lui ont valu plusieurs grands prix à l'international, notamment le Grand Prix spécial de l'invention reçu en Corée en 2018. Autre pandémie à éradiquer, le paludisme. La Côte d'Ivoire, notre pays, est au front contre cette maladie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle déploie des interventions à haut impact. Après la distribution de masse, 19 millions de moustiquaires, place à la démoustication dans 6 régions du pays. Objectif, diminuer la population des moustiques vecteurs du paludisme. Michel Mambo. Eau stagnante, touffes d'herbe. Tout ce qui peut retenir l'eau profite à l'anophèle femelle, vecteur du paludisme, pour se reproduire. C'est vrai que les moustiquaires
nous protège du paludisme, mais pour intensifier cette lutte, il faut également réduire la population de moustiques. La démoustication va donc consister à détruire les moustiques dans les lieux d'habitation, dans les lieux de reproduction, dans les ménages. Des agents de santé communautaire sont sur le terrain pour donc sensibiliser et aider les populations à détruire les potentiels gîtes larvaires dans leur environnement. Quand le moustique va venir, ça va être 2 jours, il va venir ici, il va venir dormir, après il va aller te piquer. Si tu as piqué, il va te donner une panne. Et ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour une femme enceinte, ça là, il va verser. Vous avez là des bassines d'eau et recueil de l'eau. Mais la différence, c'est que ces bassines-là sont protégées, sont fermées. Donc c'est ce qu'on recommande à la population. Lorsque l'eau a été recueillie dans un récipient, il faut protéger cette eau-là. Prochaine étape de cette campagne de démoustication initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la pulvérisation des lieux de reproduction des moustiques et la fumigation pédestre et motorisée pour détruire les moustiques adultes déjà en activité. Cette opération a été précédée de plusieurs séances de plaidoyer et de formation dans les régions sanitaires concernées, notamment le Kabadougou, le Folon, le Worodougou, le Lodjibois, l'Anawa et le Boklé. Reste maintenant l'implication des populations pour la réussite de cette activité de lutte anti-vectorielle. Et on fait escale maintenant dans la région du Go. La ville de Bayota, vous allez le voir, s'est dotée d'une mutuelle de développement. Cet organe est présidé par Romain Digbe Daye ce samedi. Hier donc, il a été investi dans ses fonctions par les ministres Amédée Kofi Kwaku et Alcide Guégué. Les 2 membres du gouvernement ont appelé à la paix et à l'union. Mahama Traoré. Bayota, une commune désormais dotée d'une mutuelle de développement. Pour diriger cet instrument nommé MUDEBA, le choix des cadres et des populations s'est porté sur Romain Digbe Daye. Ce préfet de fonction rêve grand pour Bayota, sa terre d'origine. Nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de nous retrouver pour construire notre village. Tel est le défi de notre génération, qui doit avec courage et lucidité porter Bayota aux frontières nouvelles du développement et du modernisme. Alors, comme un grand peuple, nous allons nous rassembler, nous remettre en marche. Cet appel à l'union et au rassemblement est soutenu par les ministres issus du district du Godjibois présents à cette cérémonie. Pour Alcide Djedje et Amédée Kofi Kwaku, c'est seulement à ce prix que l'essor de Bayota sera possible. Ce que Romain est en train de faire, je salue vraiment son leadership. Parce qu'il a réussi à rassembler tout le monde ici aujourd'hui, autochtones, allogènes, mais surtout des membres des différents partis politiques. Il faut bien que les gens viennent construire des usines pour que nos enfants puissent travailler. Mais s'il y a la guerre dans notre pays, qui viendra mettre son argent ici en Côte d'Ivoire? Les gens iront ailleurs. Il n'y a pas 2 Bayota en Côte d'Ivoire, il y a un seul Bayota. Si nous brûlons Bayota, nous allons où? Si nous brûlons Bayota, nous allons où? C'est pour ça que nous qui sommes les hommes politiques, les discours que nous devons tenir sont des discours de paix, des discours de cohésion, des discours d'entente, des discours de développement. Pour ce qui est des actions prioritaires à réaliser par la mutuelle, il s'agit entre autres de doter Bayota d'une ambulance médicalisée, d'un préau moderne et d'étendre son réseau électrique. Mais en attendant, la MUDEBA soulage le centre de santé urbain avec ce matériel sanitaire. Et la culture s'adosse sur la paix. Après une semaine de retraite, le tambour sacré a été remis au peuple par Sa Majesté Amontanoé Désiré. Pendant une semaine, les Nzema Kotoko vont danser la Bissa. Ils célèbrent ainsi le nouvel an. Le thème de cette année, la Bissa, creuser de valeurs et d'espoir. Victoria Ngwa. Après la phase silencieuse marquée par le Siedou le 24 octobre dernier, le Dongolais est ressorti ce dimanche 31 octobre. C'est le Gwazo, une deuxième phase qui ouvre la danse de la Bissa.
Les dépositaires de la Bissa, les Mvavile, sont les véritables témoins de cette cérémonie, parce que c'est à eux que la danse a été révélée. Les Mvavile n'ont pas voulu rester dans la clandestinité. Ils vont confier officiellement le tambour sacré au roi et celui-ci va le remettre au peuple. La famille Mvavile, sous le rythme de la procession, est venue donc présenter à Sa Majesté, est venue confier à Sa Majesté la danse de la Bissa qui venait de lui être révélée. La Majesté, à son tour, en tant que garant de l'unité du peuple, en tant que garant donc politique et spirituel de tout le peuple Nzema, va se saisir donc de cette danse qui lui a été confiée et la redonner au peuple pour qu'elle ne soit plus le fait non seulement de la famille Mvavile, mais qu'elle soit le fait de toutes les familles Nzema. Comme l'on peut le voir, pendant une semaine, les Nzema Kotoko et leurs invités vont exécuter les pas de la Bissa. Une semaine au cours de laquelle il y aura la critique sociale et la présentation des 7 familles qui forment le peuple Nzima. Au magazine de 13h de ce dimanche consacré à la célébration de la fête de la Toussaint qui aura lieu demain lundi 1er novembre, Herman Guivet a reçu le père Arnaud Traoré, vicaire à la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon-Nanéré. Mais pourquoi commémore-t-on cette fête de la Toussaint? En quoi contribue-t-elle à l'édification des fidèles chrétiens? Je vous propose un extrait pour vous faire une idée. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus, qui ont brillé par la qualité de leur vie sur la terre et qui aujourd'hui sont dans la félicité de Dieu, donc dans la gloire de Dieu. Et il ne faut pas faire de confusion parce qu'en Église, l'Église catholique parle de commémoration des fidèles défunts. Le premier, c'est la Toussaint. Et le lendemain, c'est la commémoration des fidèles défunts. Donc, dans un premier temps, nous célébrons tous ceux qui sont entrés dans la félicité de Dieu, donc l'Église triomphante. Et le 2 novembre, nous pensons à ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette félicité, mais qui sont en chemin. Et c'est l'Église souffrante, donc tous ceux qui sont au purgatoire, qui purgent une peine avant d'entrer dans cette félicité de Dieu. Il faut y croire, dans chaque milieu de vie, croire que certains ou plusieurs sont arrivés et que nous aussi, nous pouvons y arriver avec les moyens que l'Église nous donne de sanctification. S'abreuver aux sources du Tout-Puissant est pour restaurer leur foi chrétienne. Des pèlerins ivoiriens mettent le cap sur la Turquie et ils y sont depuis le 25 octobre. Un voyage spirituel qui les conduira sur les pas des apôtres de Jésus-Christ, notamment Saint Paul, né à Tars et qui parcourut l'Asie mineure. Nos envoyés spéciaux, Sidonie Davila et Ulrich Adongon, nous feront découvrir la Turquie chrétienne. Ils nous mènent dans l'ouest de ce pays. Les chrétiens sur les pas des apôtres de Jésus, Saint Paul et Saint Jean, en Turquie. Ce pays majoritairement musulman garde encore un pan important des vestiges de l'histoire de la religion chrétienne, des synagogues, des sarcophages, des églises et bien d'autres éléments importants de la communauté chrétienne sont bien connus de Günder Tuğkeli. Nous sommes dans le site archéologique de Sardes, qui était la capitale du royaume de Lydie, une grande civilisation anatolienne de l'Anatolie occidentale. Ils sont entrés dans l'histoire au 8e siècle avant notre ère. 7e et 8e siècle, c'était vraiment l'apogée de cette civilisation anatolienne. Si les guides touristiques turcs ont une meilleure connaissance des lieux saints, leur implication spirituelle, elle, n'échappe pas aux hommes de Dieu venus se ressourcer. À la fin des missions de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean, l'apôtre Jean étant retiré sur l'île de Patmos, a écrit bien sûr le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, dans ce chapitre 2 et chapitre 3, s'adresse essentiellement à cette église. Et ce sont ces 7 églises-là qu'on appelle les églises de l'Apocalypse. Et ces 7 églises aujourd'hui sont en Asie mineure. Lorsque nous venons là, et par le biais de l'État de Côte d'Ivoire et par la direction des cultes, nous venons là pour que le corps de Christ, pour que l'église de Côte d'Ivoire marche dans les pas de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Dans les cars qui transportent les pèlerins d'un point à un autre, c'est la joie. À la découverte des lieux saints, en Turquie, louanges, exhortations, prières, les chrétiens restent concentrés sur l'essentiel de leur présence sur la terre turque. Je voudrais remercier le chef de l'État et remercier la direction des cultes de nous donner cette opportunité-là de revenir sur les traces donc, de la chrétienté.
tous les sites que nous visitons nous permettent de bien comprendre l'histoire de la chrétienté, l'histoire de la Bible, et ça renforce aussi notre foi chrétienne. Aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, les églises, beaucoup d'églises, de nos grandes églises, Assemblée de Dieu, on dit Assemblée de Philadelphie d'ici, c'est ici l'origine. C'est ici que Paul a prêché. C'est ici qu'on parle de Philadelphie. Quand le Seigneur s'adresse à l'ange de Philadelphie, c'est ici. Et pour nous, en tant que pasteurs, ça nous ajoute un plus. Parce que nous ne prêchons plus ce que nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons appris, mais nous prêchons ce que nous avons vécu. Avec les interprètes, les guides, quand ils nous expliquent les profondeurs de la chose, ça développe encore une autre conception de la chrétienté, de la foi. Ce pèlerinage des chrétiens a démarré dans l'une des villes les plus importantes de la Turquie, Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, jusqu'à la fondation de la République turque. Là, un pèlerinage pour solidifier sa foi. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Moussa Konaté, Herman Guivi. Les forces armées soudanaises ont arrêté lundi dernier des dirigeants civils, parmi eux le Premier ministre, en raison de son refus de soutenir leur coup d'État. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et a décrété l'état d'urgence. La situation au Soudan a suscité de nombreuses réactions à l'international. L'ONU et l'Union africaine ont condamné l'acte. Yamba Élysée Ilboudo, ex-soldat et chauffeur, était devant les juges mardi dernier dans le cadre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Âgé de 62 ans, il a affirmé devant le tribunal militaire de Ouagadougou qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres à l'époque. Il fait partie des 14 accusés dans ce procès. C'est le premier soldat à s'exprimer sur les détails de l'assassinat du père de la révolution burkinabé en 1987. La France a annoncé mercredi dernier qu'une interdiction de débarquement entrerait en vigueur le 2 novembre pour les navires de pêche britanniques dans des ports désignés. La mesure intervient dans un contexte de tension accrue entre Paris et Londres sur la réglementation post-Brexit de la pêche. Le gouvernement britannique les a jugées décevantes et disproportionnées. Une délégation de la CEDEAO conduite par le président de la Commission, Jean-Claude Brouet, est arrivée à Conakry jeudi dans la soirée. Objectif de cette mission, de haut niveau de cette organisation, voir avec les nouvelles autorités de la transition guinéenne, ouvertes depuis le 5 septembre dernier, dans quelle mesure les accompagner pour mener à bien la transition dans les meilleurs délais. Ce que nous avons fait était maladroit et n'a pas été fait avec élégance. Des propos du président des États-Unis lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron vendredi dernier. Une rencontre en marge du sommet du G20 à Rome. C'est la première rencontre entre les deux présidents depuis l'affaire des sous-marins australiens qui avait jeté un froid sur leurs relations diplomatiques. Les dirigeants des plus grandes économies mondiales se sont réunis samedi dernier dans la capitale italienne à la veille de la COP26. Cette rencontre est la première réunion du G20 en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les deux grands absents de ce sommet sont la Russie et la Chine. À l'issue du sommet, les dirigeants du G20 devraient adopter une déclaration. 3 roquettes se sont abattues ce dimanche matin sur un quartier de Bagdad adjacent à l'ultra-sécurisée zone verte qui abrite des bâtiments gouvernementaux irakiens et l'ambassade américaine. Les roquettes sont tombées respectivement près d'un hôpital du Croissant-Rouge, près d'une banque et à proximité du service de gestion des eaux du district. C'est la première attaque commise dans Bagdad depuis le mois de juillet. Voilà, fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo, réalisé par Arlène Poca, Stéphane Kona, Awa Diomondé. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. N'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.